La politique d'Aristote, livre 4e, chapitre 2, sommaire. Suite. Le bonheur a-t-il les mêmes éléments pour l'État que pour l'individu? Des avantages et des inconvénients de la domination. Exemples divers de quelques peuples qui l'ont toujours ambitionné. Condamnation de ce système politique. La conquête ne doit pas être le but de la cité. Il nous reste à rechercher si le bonheur se constitue d'éléments identiques ou divers pour les individus et pour l'État. Mais évidemment, chacun convient que ces éléments sont identiques. Si l'on place la félicité de l'individu dans la richesse, on n'hésitera pas à déclarer l'État parfaitement heureux dès qu'il est riche. Si pour l'individu on estime par-dessus tout un pouvoir tyrannique, l'État sera d'autant plus heureux que sa domination sera plus vaste. Si pour l'homme on trouve la félicité suprême dans la vertu, l'État le plus sage sera également le plus fortuné. Deux points ici méritent surtout notre attention. D'abord, la vie politique. La participation aux affaires de l'État est-elle préférable pour l'individu? Ou vaut-il mieux qu'il vive partout en étranger et libre de tout engagement public? Et en second lieu, quelle constitution, quel système politique doit-on adopter de préférence, ou de celui qui admet tous les citoyens sans exception au maniement des affaires, ou de celui qui, en faisant quelques exceptions, y appelle du moins la majorité? Cette dernière question intéresse la science et la théorie politique. Qui ne s'inquiètent pas des convenances individuelles, et comme ce sont précisément des considérations de ce genre qui nous occupent ici, nous laisserons de côté la seconde question pour nous attacher à la première, qui formera l'objet spécial de cette portion de notre traité. D'abord, l'état le plus parfait est évidemment celui où chaque citoyen, quel qu'il soit, peut, grâce aux lois, pratiquer le mieux la vertu et s'assurer le plus de bonheur. Tout en accordant que la vertu doit être l'objet capital de la vie, bien des gens se demandent si la vie politique et active vaut mieux qu'une vie dégagée de toute obligation extérieure et donnée tout entière à la méditation, la seule vie qui, selon quelques-uns, soit digne du philosophe. Les partisans les plus sincères qu'ait compté la vertu, soit de nos jours, soit autrefois, ont tous embrassé l'une ou l'autre de ces occupations, la politique ou la philosophie. Ici, la vérité est de haute importance, car tout individu, s'il est sage, et tout État, aussi bien que l'individu, adoptera nécessairement la voie qui lui semblera la meilleure. Dominer ce qui nous entoure est aux yeux de quelques-uns une criante injustice. Si le pouvoir est exercé despotiquement, et quand le pouvoir est légal s'il cesse d'être injuste, c'est pour devenir un obstacle au bonheur personnel de celui qui l'exerce. Dans une opinion diamétralement opposée et qui a aussi ses partisans, on prétend que la vie pratique et politique est la seule qui convienne à l'homme et que la vertu sous toutes ses formes n'appartient pas plus aux simples particuliers qu'à ceux qui dirigent les affaires générales de la société. Les partisans de cette opinion, adversaires de l'autre, persistent et soutiennent qu'il n'y a de félicité possible pour l'État que par la domination et le despotisme. Et de fait, dans quelques États, la Constitution elle-même et les lois sont tournées tout entières vers la conquête des peuples voisins. Aussi, au milieu de cette confusion générale que présentent presque partout les matières législatives, si les lois ont un but unique, c'est toujours la domination. C'est ainsi qu'à Lacédémone et en Crète, le système de l'éducation publique et la plupart des lois ne sont calculés que pour la guerre. Tous les peuples qui sont en position de satisfaire leur ambition font le plus grand cas de la valeur guerrière. On peut citer les Perses, les Scythes, les Thraces, les Celtes. Souvent, les lois elles-mêmes encouragent cette vertu. À Carthage, par exemple, on s'honore de porter au doigt autant d'anneaux qu'on a fait de campagne. Jadis aussi, en Macédoine, la loi condamnait le guerrier qui n'avait pas tué d'ennemis à porter un licou. Chez les Scythes, la coupe dans un certain repas solennel circulait sans pouvoir être touchée de celui qui n'avait tué personne dans le combat. Enfin, les Ibères, race belliqueuse,
plante sur la tombe du guerrier autant de pieux de fer qu'il a immolés d'ennemis. On pourrait rappeler encore chez d'autres peuples bien d'autres usages du même genre, établis par les lois ou sanctionnés par les mœurs. Il suffit de quelques instants de réflexion pour trouver bien étrange qu'un homme d'État puisse jamais méditer la conquête et la domination des peuples voisins, qu'il consente ou non à supporter le joug. Comment l'homme politique, le législateur, devrait-il s'occuper d'un but qui n'est pas même légitime ? C'est renverser toutes les lois que de rechercher la puissance par tous les moyens, non pas seulement de justice, mais d'iniquité, car le triomphe même peut n'être pas juste. Les sciences autres que la politique ne nous offrent rien de pareil. Le médecin et le pilote ne songent ni à persuader ni à contraindre. Celui-là les malades qu'il soigne, celui-ci les passagers qu'il conduit. Mais on dirait que l'on confond généralement le pouvoir politique et le pouvoir despotique du maître. Et ce qu'on ne trouve ni équitable ni bon pour soi-même, on ne rougit pas de chercher à l'appliquer à autrui. Pour soi, on réclame hautement la justice, on l'oublie également, on l'oublie complètement à l'égard des autres. Tout despotisme est illégitime, excepté quand le maître et le sujet le sont l'un et l'autre de droit naturel. Et si ce principe est vrai, il ne faut vouloir régner en maître que sur les êtres destinés au joug d'un maître, et non pas sur tous indistinctement, de même que pour un festin ou un sacrifice, on va non pas à la chasse des hommes, mais à celle des animaux qu'on peut chasser dans cette vue, c'est-à-dire des animaux sauvages et bons à manger. Mais certes, un État, si l'on trouvait les moyens de l'isoler de tout autre, pourrait être heureux par lui-même, à la seule condition d'être bien administré et d'avoir de bonnes lois. Dans cette cité-là, la Constitution ne sera certainement tournée ni à la guerre ni à la conquête, idée que personne n'y peut même supposer. Ainsi donc, il est clair que ces institutions guerrières, quelque belles qu'elles soient, doivent être non point le but suprême de l'État, mais seulement des moyens pour l'atteindre. Le vrai législateur ne songera qu'à donner à la cité entière, aux individus divers qui la composent et à tous les autres membres de l'association, le pari de vertu et de bonheur qui peut leur appartenir, modifiant selon les cas le système et les exigences de ses lois. Et si l'État a des voisins, la législation aura soin de prévoir les relations qu'il convient d'entretenir avec eux et les devoirs que l'on doit remplir à leur égard. Cet objet aussi sera traité plus tard par nous comme il mérite de l'être, quand nous déterminerons quel est le but où doit tendre le gouvernement parfait.